Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Tiens, on va parler de soccer et de Brésil, mais pas des sujets qui sont nécessairement connectés ce matin pour cette chronique avec Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et notre chroniqueur du mercredi. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Le CF Montréal qui a finalement reculé avec l'embauche de l'entraîneur Sandro Grande, l'ex-joueur qui avait publié, on le sait, des propos violents, controversés à la suite de l'attentat contre Pauline Marois. On va faire l'autopsie de ce scandale qui a duré moins de 48 heures. Ouais, en fait, moi, ce qui me surprend, pour pas dire désole, Frédéric, c'est j'ai compris qu'ils étaient au courant du tweet en question avant l'embauche en question. C'est fort en café, là. Hein? On s'entend que n'importe qui a le droit à n'importe quelle opinion ou à peu près, tant que ça ne soit pas un discours haineux, politiquement parlant. Mais ici, est-ce qu'on n'est pas justement les deux pieds dans le code criminel? De dire, la prochaine fois, la seule chose qui est plate, c'est d'avoir raté Marois, la prochaine fois, lâche pas, ou un truc du genre. C'est parce que, franchement, ce gars-là est relativement chanceux de s'en sortir sans accusation formelle. Est-ce que c'est protégé par la liberté d'expression? Peut-être, mais là, si c'est le cas, c'est étiré au maximum. Mais pour revenir au FC, quelle erreur de jugement! C'est-à-dire, on parle, là, évidemment, on vise ici les indépendantistes. Il y en a 2 millions d'indépendantistes au Québec. Et est-ce qu'on aurait accepté, Frédéric, des propos du genre avec un autre mouvement politique, un autre mouvement idéologique, une minorité? Je crois pas, non. Puis, ça aurait été tout à fait justifié. Et si, par exemple, on avait fait un truc semblable avec, je sais pas moi, Alexandre Bissonnette et la terrible tuerie de la Grande Mosquée. Si quelqu'un avait dit, il n'y en a pas tiré assez, est-ce que ce gars-là se serait trouvé une job? Non, absolument pas. Ce gars-là aurait été sans emploi pour le restant de ses jours, au Québec à tout le moins, à très juste titre. Alors pourquoi qu'une organisation qui est emblématique, un club sportif élite du genre, c'est une emblème en quelque sorte d'une société, d'une nation. Alors qui a laissé passer ça? Moi, c'est ce bout-là qui me désole. Et là, ils ont reculé parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le choix avec la pression, notamment la pression de détenteurs de billets de saison, la pression médiatique. Mais est-ce qu'ils auraient reculé autrement? Je pense pas. Et la preuve, ils ont eux-mêmes, de ce qu'on a compris, embauché le gars en question, malgré qu'ils savaient ce qui s'était produit. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux et celles qui disent qu'il s'était excusé depuis et que ça fait 10 ans qu'il a fait du travail, que sa personnalité a peut-être changé? Est-ce qu'il a droit à la rédemption, qu'il a droit à une deuxième chance? Moi, ce que j'ai compris comme excuse, il dit que son Twitter a été piraté. Est-ce que c'est une excuse formelle? Je sais pas. Est-ce qu'il est capable de prouver que ça a été piraté? De ce que j'ai compris de d'autres éléments, c'est fort peu probable que ça ait été le cas. En d'autres termes, il aurait menti. Et puis malheureusement, et ça peut peut-être nous servir tous de leçon, quand vous écrivez quelque chose sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou autre, ça vous suit toute votre vie, ça. Même quand on essaie de l'effacer par la suite, si quelqu'un a une capture d'écran, mais ça fait partie de la nouvelle réalité. Il y a des avantages avec les médias sociaux, c'est-à-dire on donne la parole à n'importe qui sur n'importe quoi. Je dis avantage de manière très, relative, mais ça vient avec un corollaire. Puis le corollaire, c'est que si vous dépassez les limites, vous pouvez vous mettre dans le trouble, peut-être à vie, et rendu là, franchement, de me demander de pardonner à un gars qui a souhaité la mort d'une première ministre parce qu'elle aurait eu le défaut majeur, selon lui, d'être indépendantiste. Aïe aïe. Donc, imaginez faut imaginer l'espèce d'erreur de jugement du FC, mais aussi d'un gars comme ça. Veux-tu savoir ça dans ton organisation? Alors, on verra si le CF Montréal va retenir les leçons également. Ça va aussi servir de leçon pour d'autres organismes et d'autres entrepreneurs qui veulent peut-être faire ce même genre de décision. On va quitter le froid de Montréal pour la chaleur du Brésil, quoique c'est pas une bonne chaleur parce que ça a brassé beaucoup, ça a chauffé. On sait qu'il y a des manifestants pro-Jair Bolsonaro qui ont semé le chaos dans les hauts lieux du gouvernement en place. C'était pas sans rappeler les images de saccage du Capitole de Washington en janvier 2021. Est-ce que c'est un épisode isolé ou encore c'est annonciateur de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'on pourrait en revoir d'autres ailleurs dans le monde, des images similaires? Écoute, tu parles à beaucoup de gens dans une journée et dans une semaine. Tu te rappelles peut-être pas, mais tout de suite après la
la victoire très serrée de Lula. On en avait discuté à ton micro. Oui. Et je t'avais dit, c'est une très mauvaise nouvelle que ce soit aussi serré que ça, parce que ça donnera de la légitimité à la gang de Bolsonaro, légitimité entre guillemets, évidemment, de dire que l'élection a été truquée et ainsi de suite. Et c'est très clairement ce qui s'est produit. On parle de 1200 manifestants qui ont été interpellés. On parle des 3 hauts, tu l'as dit, là, mais les 3 hauts lieux de pouvoir institutionnel au Brésil. L'équivalent du Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême. T'imagines? Il y a rien de plus important institutionnellement au Brésil que ces 3 organes qui ont été mis à mal, qui ont été pris à partie, qu'on a tenté d'incendier, on s'est attaqué à des policiers. Et au-delà comment je dirais, des manifestations, au-delà des violences, moi, c'est l'idée derrière ça qui me fait peur. Parce qu'on a établi très clairement que finalement, la démocratie, c'est pas plus important que ça. Nous, on a décidé que ça allait être Bolsonaro, qui se qualifie lui-même d'extrême droite. Il ne faudra pas l'oublier, là. C'est le genre de gars qui sait très bien où il est sur l'échiquier politique, contrairement à d'autres qui sont plus hypocrites et qui s'assument totalement. Or, pour pratiquement la moitié de la population brésilienne, puis là, on parle de 270 millions, là, ça commence à être du monde à messe, pour à peu près la moitié de la population brésilienne, on aurait été prêt à reconduire ce gars-là qui, je le rappelle, avait dit « Si mon fils revient chez moi avec un moustachu, je le tue ». Il peut être n'importe quoi, sauf homosexuel. C'est le même gars qui a donné la directive à sa police spéciale de nettoyer les favelas, c'est-à-dire de faire feu sur tout ce qui bouge, en leur accordant une immunité complète au pénal et au civil en disant « T'es un policier spécial, l'armée ou autre, tu tues dans le cadre de tes... Jamais on ne pourra te poursuivre, peu importe ce que tu as fait. » Donc, c'est très clairement un gars d'extrême droite, c'est un petit facho, soyons honnêtes, et que lui soit... ait perdu le pouvoir, évidemment, c'est une excellente chose, mais les manifestations, comme je l'expliquais, de cette semaine, de la semaine dernière plutôt, nous laissent clairement entendre que ceci n'est pas fini, que les graines, que les germes du fascisme ont été plantés au Brésil. Mais est-ce que ça veut dire que, exemple, Frédéric Bérard, là, on a vu ça au Brésil, aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait peut-être arriver dans un pays comme la France, en Angleterre, en Allemagne, ici au Canada? Moi, j'ai toujours dit, Frédéric, que le problème du Trumpisme n'était pas nécessairement Trump l'individu, mais beaucoup plus le livre de recettes du Trumpisme. Et ce livre-là, là, c'est un gros vendeur à l'international. C'est un best-seller, même, je te dirais. Regarde ce qui se passe en Hongrie, où on fait feu sur des migrants. Regarde la montée de Le Pen en France, plus Zemmour, on est rendu à dans quoi 40-45% du vote en Zemmour qui souhaitait la déportation de 5 millions de Français. Regarde ce qui s'est passé. Bon, là, il est parti avec Boris Johnson. Regarde ce qui se passe avec l'Italie qui vient d'élire une fan de Mussolini. Elle a dit que c'est plus le cas, mais elle a quand même nommé un ministre ancien nazi. Regarde ce qui se passe en Suède, qui vient de voter pour un gouvernement d'extrême droite. Moi, j'ai de la misère, de la difficulté à conclure que ça se passe bien là, actuellement en Occident, et ceci est en bonne partie du fait du Trumpisme. Est-ce que c'est Trump qui a créé à lui seul ce mouvement-là? Non, il y avait déjà ces espèces de germes-là qui étaient latentes en quelque sorte, mais c'est clairement lui qui a exacerbé ces tensions-là en disant à M. X, le violent, les institutions sont contre toi, le pouvoir est contre toi, tu dois te révolter, tu dois te débattre avec les résultats qu'on connaît. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et notre chroniqueur du mercredi. Merci beaucoup. On se reparle sans faute mercredi prochain. Surtout le chroniqueur du mercredi. Ça, c'est le plus important titre, le plus payant aussi. Bye-bye.